Moffett, c'est un paradis de villégiature, bordé de lacs et de forêts. Bienvenue chez nous, à Moffett. Aujourd'hui, à l'émission Chez nous, on est du côté de Moffett avec le maire de Moffett, Alexandre Binette. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Émilie. Alors aujourd'hui, tu nous fais découvrir le village de Moffett. Peux-tu nous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'on va voir? Bien, premièrement, on va se rendre au pont du Grassy Narrow. On va aller regarder, voir qu'est-ce qu'il en reste avant qu'il soit enlevé l'année prochaine. On va voir différents attraits touristiques dans le village, rencontrer une personnalité bien connue. Puis on va venir voir aussi les propriétaires de l'Étoile de l'Est un petit peu plus tard. Alors c'est parti, on y va? On y va! Alexandre, qu'est-ce qui est unique au village de Moffett? Qu'est-ce qui la différencie des autres municipalités au Témiscamingue? Bien, ce qui est unique au village de Moffett, moi je dirais que c'est surtout le fait que le village est fait sur le long du lac des 15. Il n'y a pas beaucoup de villages comme ça qui ont autant de bordures, tu sais, qu'on peut dire qu'il y a presque 20, je dirais au moins 20 km de bordure avec le lac. Donc je dirais que c'est vraiment ça qui est unique pour nous. Puis ça a fait qu'on a pu développer la villégiature, puis qu'on est une municipalité qui est très touristique. Et puis le village de Moffett compte combien d'habitants? Ça dépend si on parle de l'été ou de l'hiver, mais mettons qu'on parle d'habitants enregistrés au recensement, là, c'est environ 190 habitants. Mais l'été, avec les gens qui viennent ici puis qui restent tout l'été, là, on parle d'au moins 350, si c'est pas proche de 400 des fois. Là. Et puis les gens de Moffett, ceux qui résident vraiment à Moffett tout le temps, comment on les appelle? On les appelle les Moffettoises et les Moffettois. Et comment est-ce que tu les décrirais, les habitants du village de Moffett? Oh, c'est une bonne question. Comment décrire les habitants du village de Moffett? Ben, je dirais que c'est des gens qui sont vrais, qui sont posés, qui sont relax. Tu sais, quand on vit dans un endroit comme ici, on n'est pas stressé. Là. Le temps passe à une dimension qui est des fois un petit peu différente que quand on est dans les grands centres. Fait que je dirais que c'est peut-être, ce serait peut-être un descriptif des gens. C'est quoi la plus grande force du village de Moffett? Bien, je dirais que la force du village de Moffett, bien, dans son positionnement, tu sais, l'accès au plan d'eau, l'accès à la forêt, tu sais, ça en fait vraiment un terrain de jeu, là, Moffett, là, pour les gens qui veulent profiter du plein air. Donc, je pense que c'est ce qu'on a à offrir, puis c'est ce que les gens viennent chercher à Moffett. Ça fait combien de temps que tu habites à Moffett? J'habite à Moffett depuis 2008. En fait, là... c'est une histoire intéressante. Là. J'étais venu avec ma blonde, qui, elle, est originaire de Moffett. On était venu faire un tour en bicyclette. On avait pris le train de Montréal. On est arrivé à Sainte-Terre, puis on s'est rendu à Moffett en vélo par le Rapide 7. Puis, avant de repartir à Rouyn, c'est là qu'on a vu la maison qui était à vendre. Puis, on a décidé comme ça de l'acheter. Là. Ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Là. On était rendu... on s'en allait vers la Tulipe, puis à la Tulipe, son cousin voulait louer une maison. Fait qu'on a dit, si on achète la maison, peut-être que tu pourrais la louer. Rendu à Rémigny, on était en train de faire une offre d'achat. Puis là, quand on est retourné à Montréal, bien, on a officialisé ça. Puis on a acheté ça en 2006. Donc depuis 2008, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, même si pendant 2 ans et demi, on est retourné à Montréal. On a vécu là pendant 2 ans et demi de temps, à Verdun, en fait. Puis on a décidé de revenir quand même à Moffett. Et puis, toi, ça fait combien de temps que tu es maire? Ça fait depuis le mois de novembre 2017. OK, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. J'étais conseiller municipal avant. Je me suis toujours dit que valait mieux être un conseiller influent qu'être un maire. Mais là, finalement, j'ai décidé de poser ma candidature. Je me rends compte que c'est beaucoup de travail. Ça peut être beaucoup de travail être maire. Justement, c'est quoi les défis en tant que maire? Ah ben, dans une municipalité dévitalisée, tout est à faire. Tu sais, c'est intéressant quand même parce qu'on a vraiment un potentiel de développement. Tu sais, comme là, on veut travailler on travaille sur un parc municipal. Bien, il n'y avait pas de parc, fait qu'on en fait un. Puis tout ce qu'on essaie de faire, souvent, bien, on commence à partir de rien. Donc, c'est des défis intéressants. Mais il faut apprendre à... Il faut tout connaître. Là. Tu sais, il faut savoir faire un communiqué de presse, puis avoir une idée de comment est-ce qu'on opère une niveleuse, de la supervision des employés. Il y a toutes sortes. Tu sais, les champs le champ de compétences là, d'une municipalité, c'est énorme, même pour les petites municipalités. Donc, en tout cas, moi, j'apprends beaucoup. Puis je passe quand même beaucoup de temps là depuis novembre passé pour cette implication-là, mais je suis très content de le faire. C'est quoi les motivations
qui t'ont amené à poser ta candidature pour devenir maire? Bien, c'est la vision que j'ai de la municipalité. Tu sais, moi, je vois Moffett comme étant Oui, c'est une petite municipalité, mais elle a plein d'atouts. Elle peut être efficace. On est attirant. On est capable de faire des beaux projets. Puis moi, ben, à force de réfléchir à ça, bien, je me suis dit, y penser, c'est une chose, mais le faire, c'en est une autre. Puis je me suis dit, je suis capable de faire ça. Fait que c'est, à un certain point, ça prend de l'audace et du temps, puis peut-être un peu de folie aussi, des fois. On le remarque un peu plus tard, là. Mais c'est ça. C'est vraiment d'essayer de réaliser des choses, d'amener la municipalité où est-ce que je pense qu'elle devrait aller en faisant des projets là, de qualité. Puis on a des défis là, au niveau, surtout nous, des services de proximité. On veut maintenir nos services de proximité. On les aide. On aide nos entreprises avec des programmes d'aide aux entreprises qui offrent des services de proximité. On essaie d'aider aussi d'autres entreprises à démarrer, qui voudraient produire des légumes, des choses comme ça. On fait ça. On a le magasin qui est fermé. Ça serait une bonne chose s'il pouvait être réouvert. Mais comment est-ce qu'on est capable de faire ça de manière intelligente? Ça fait partie des réflexions qu'on a à faire. Mais c'est vraiment ça, c'est que nous, la municipalité, son rôle premier, en tout cas moi de la façon que je le vois, c'est qu'il faut qu'on assure la qualité de vie de nos citoyens. Puis c'est une chose de s'occuper de la base, mais la qualité de vie, ça vient pas juste, mettons, de la qualité des chemins, des choses comme ça. Ça vient du fait qu'il y a des services, ça vient du fait qu'il y a des événements, il y a une vie culturelle, il y a toutes sortes de choses à développer. Donc, c'est beaucoup de travail. Et puis, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton métier? Moi, je suis ingénieur logiciel junior. Ça, c'est mon titre officiel. Essentiellement, je fais de la programmation. J'ai une petite entreprise que j'ai démarrée là, en 2003. Puis, je travaille là, dans le domaine de l'aéronautique à distance. Vu qu'on a Internet haute vitesse ici à Moffett, en tout cas dans un rayon proche du noyau villageois, moi, je suis capable de l'avoir. Donc, je travaille à distance là, en faisant de la conception de logiciels. Et puis, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants qui fréquentent l'école à la Tulipe. Okay. Et puis, c'est quoi qui t'a amené, en fait, à déménager? Parce que c'est rare qu'on entend qu'un gars de la ville. Tu viens d'où exactement? C'est une très longue histoire, mais, mais avant d'arriver, non, mais j'ai voyagé quand même pas mal là, au Québec. J'ai même resté 5 ans en Afrique, aux îles Seychelles, quand j'étais de 5 à 10 ans. Mais l'endroit que je suis resté le plus longtemps dans ma vie, c'est à Moffett. Ah, ouais. Donc, mais avant ça, j'étais à Montréal. Puis je dirais que ce qui m'a motivé, moi, à venir m'installer ici, c'était vraiment... J'avais pas envie, moi, de vivre une vie avec un rythme effréné. Tu sais, de travailler pour pas nécessairement avoir le temps de vivre. Moi, ça me tentait pas. Puis je me suis dit, on pourrait pas faire autrement. Tu sais, entre autres, en s'achetant une maison qui est pas chère, parce qu'ici, des fois, les maisons sont pas peuvent être pas trop dispendieuses à Moffett. Puis, essayer de transformer du mieux possible notre univers pour que ça soit le fun, que ce soit intéressant de vivre ici. Fait que ça a été l'essayer. Tu sais, moi, c'est surtout aussi le fait que c'est facile de penser à ça, mais c'est pas facile d'avoir une job. Mais moi, j'avais la chance que ma job peut me suivre où est-ce que je me déplace. Fait qu'il y a un peu cette indépendance géographique-là. Ma conjointe, elle est originaire de Moffett. Ça, c'est important aussi. Ça n'aurait pas été n'importe où ailleurs. Mon beau-père, ma belle-mère restaient ici. Donc, tu sais, à force de venir, puis de les visiter, puis de voir un peu le mode de vie qu'il y avait, moi, je me suis dit, ça me tente de vivre ça. Mm-hmm. Alexandre, c'est quoi une des valeurs que tu prônes le plus dans ta municipalité? Bien, c'est une bonne question. Moi, une des valeurs que je prônerais, ça serait de travailler pour améliorer l'autonomie de la municipalité, dans le sens qu'on est un endroit qui est agricole et forestier, mais on ne produit pas tant que ça de produits agricoles ni de produits forestiers pour notre usage personnel puis pour un usage local. Donc j'aimerais ça, moi, qu'on arrive à développer un peu plus ce savoir-faire-là, qu'on ait des petites entreprises qui offrent des services de proximité, qui offrent des produits qui nous rendraient un peu plus autonomes comme village. Alexandre, là, où est-ce qu'on s'en va? Bon, ben là, on vient d'embarquer dans le chemin Grassy Narrow. On s'en va direction du pont Grassy Narrow. En fait, des ponts du Nord-Est, là, comme vous savez certainement, ils ont été incendiés en 83, puis ils ont également été incendiés en 2015, au mois de mai 2015. Donc là, on va aller voir qu'est-ce qu'il en reste, là, puis ça va être un bel endroit pour vous parler un peu de l'historique
de Moffett. Puis aussi, en passant dans ce chemin-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de pourvoiries aussi de Moffett. Donc oui, c'est ça. Le chemin du Grassy Narrow, c'est vraiment l'axe principal du développement de la villégiature à Moffett. C'est un chemin de 14 km, en fait, qui se rend jusqu'au pont. Puis il y a plusieurs pourvoiries qui sont installées sur ce chemin-là. Beaucoup de chalets aussi, de gens qui résident soit l'été ou soit à l'année. Donc la plupart de la villégiature se fait ici, dans ce secteur-ci de la municipalité. Donc, Alexandre, pour nous parler de l'historique du village de Moffett, on se retrouve devant un endroit historique assez marquant pour le village. Oui, effectivement, on se retrouve en face du pont du Grassy Narrow, qui est un vestige là, quand même assez parlant là, de l'époque de la colonisation. Les premiers colons à Moffett sont arrivés en 1932. Ils se sont établis là, près du lac Ron, le premier lac qu'on voit en arrivant dans le village. Ils sont arrivés par plusieurs vagues. Il y a eu une vague en 32, puis une vague en 34, 36, je pense. Puis, il faut se rappeler, en fait, là, de l'époque, dans quelle époque on était à ce moment-là. Il y avait eu le crash boursier de 1929. C'était la Grande Dépression. Les taux de chômage étaient passés de 4 % là, au Canada à 23 % à 27 %. Puis on pense qu'au Québec, c'était pire que ça. Donc, c'était vraiment la misère noire là, qui se passait. Les gens n'avaient plus de travail. Puis, c'est dans le temps du ministère de la colonisation. Il y avait des programmes qui existaient pour relocaliser des gens. Puis, on a, nous, une gang là, de Beaucerons, en fait, principalement de Saint-Zacharie-de-Beauce, qui sont venus s'installer à Moffett. Donc, puis c'était vraiment, tu sais, arriver au Témiscamingue, c'était une chose, mais arriver à Moffett, on était vraiment là, dans le fond des terres, on pouvait même pas s'y rendre en véhicule, on arrêtait à la Tulipe, puis le restant du chemin, c'est des choses qui se faisaient à pied, là. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. En 1936, c'est là que je pense que l'église a été construite, puis avec le curé Breen, en fait, qui a fondé la paroisse. Puis on est devenu une municipalité en 1953. Avant ça, je pense qu'on était rattaché à La Tulipe, mais on est devenu une municipalité autonome en 1953. Donc, c'était vraiment quelque chose là, pour ces colons-là, de venir s'installer ici. Moi, je pense qu'on leur doit beaucoup de respect là, d'avoir défriché les terres, puis d'avoir vécu vraiment là, beaucoup de misère au début. Parce que l'agriculture, c'était pas très facile. T'sais, il y a eu ça au début. Il y a eu aussi la foresterie avec la compagnie CIP qui était présente, qui faisait du flottage de bois. On avait ici, là, sur le lac Simard, lac Grassy, là, l'Expense qui changeait en fait son bois au pont, justement ici, au pont du Grassy Narrow, avec le T.A. Draper qui faisait l'autre partie en fait sur le lac. Donc ça c'est vraiment dans les faits historiques au niveau économique, quelque chose qui a été important pour la municipalité. Là, ça l'est moins en ce moment, la foresterie, mais tout ce qui a été développé, mais un petit peu comme partout au Témiscamingue, le développement forestier a créé des infrastructures qui servent maintenant beaucoup à la villégiature. Donc c'est le cas ici à Moffett aussi. Et puis, le pont Grassy Narrow, c'est un attrait touristique important à Moffett. Et puis, il y a même un autre endroit à Moffett où on peut le voir, mais d'une différente façon. Oui, effectivement, on a le mini-pont, là. En fait, on a il n'est pas si mini que ça, là. C'est la maquette du pont Grassy Narrow qu'on peut voir là, dans le village. Une maquette là, qui a été réalisée par Martin Bourque dans sa maison. Mais quand vous allez voir, on va le voir plus tard, là, mais la grandeur de cette maquette-là, là, ça a été compliqué à la monter. Je pense qu'il ne pouvait pas la monter à l'intérieur chez lui. Puis ça, on revient à l'histoire du pont, là, avant que ça brûle, parce qu'il y a eu 2 feux, je crois. Oui, il y a eu 2 feux. Il y a eu un feu en 1983, mais en fait, même avant ça, le pont s'était déjà effondré dans les années 60, parce qu'il y avait du transport, de bois qui se faisait dessus. Puis à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui est passé, je pense, avec un chargement trop lourd, puis le pont s'était effondré. C'était un certain Lucien Gilbert, là, qui se trouvait dans le camion, qui était en fâcheuse position. Donc, il a été reconstruit. Puis pendant un certain temps, je pense que pendant 8 ans même, la partie centrale du pont, c'était un pont couvert. Mais ça a été démantelé une année, cette partie-là, parce que, à cause des vents, les gens avaient peur, en fait, que ça détruise la structure du pont au complet. Puis, on a eu en 83, je n'étais pas très vieux à ce moment-là, j'avais 1 an, là, mais je n'étais pas ici, là. Mais il y a eu une première incendie du pont. Puis, il y en a eu un deuxième en 2015, en mai 2015. Celui-là, j'étais dans le coin, là, puis je l'ai vu brûler, puis c'était quand même quelque chose de... J'aurais jamais pensé voir le pont brûler, mais je l'ai vu, puis c'était désolant. Mais là, c'est le bon moment de venir le voir, ce vestige-là, parce qu'en 2019,
suite à une entente avec le ministère des Transports. Ils vont faire le démantèlement là, des restes du pont pour la sécurité du public. Donc, c'est assez accessible ici, ce site historique-là, si on peut dire, en bateau. On peut venir en bateau assez facilement, là, puis voir, il y a un pont ici, mais c'est un complexe, en fait, de plus de 2 ponts. Et puis, raconte-moi un petit peu, là, comment que... Parce que je crois qu'on n'est pas trop loin de la ville de Rouen que ce pont-là donnait un accès, là. Bien, effectivement, le but de ce pont-là, en fait, c'est peut-être un bon fait à noter, c'est que l'autre côté du lac, il y avait Bonneville, qui était un autre village qui avait été colonisé, parce qu'il y avait un projet de colonisation, en fait, de Moffett jusqu'à Rouyn-Noranda, jusqu'à Rouen. C'est environ une distance de 80 km là, si on partait du pont pour se rendre au centre-ville de Rouen. Puis c'est arrêté en passant par Sainte-Agnès de Bellecombe. Donc le village de Bonneville, lui, a existé pendant certaines années, mais finalement, les gens qui étaient là ont déménagé, sont revenus à Moffett. Mais c'est ça qui explique que Moffett est à la fois présent sur la rive sud du lac des 15 et sur la rive nord. C'est qu'il y a une fusion à un certain point avec ce qui était Bonneville à ce moment-là. Alexandre, maintenant, on s'en va voir la maquette que tu nous parlais un petit peu plus tôt. Oui, c'est ça. Là, on s'en retourne au village, là, à côté d'édifice municipal, là, qui est l'ancienne école. On a installé la maquette, en fait, du pont du Grassy Narrow, qui a été faite par Martin Bourque. Okay. Martin Bourque, qui est d'origine d'ici? Oui, d'origine d'ici. Il vivait ici dans le temps. Là. Il ne vit plus ici, mais il nous a donné là, la maquette, là, parce que c'est une très grosse maquette, là, comme vous allez voir. Puis... c'était pas facile de garder ça chez lui. Là. Fait que nous, on a construit en fait là, un stand là, où est-ce qu'on peut mettre la maquette dedans, là, qui est fermé, là, puis on peut la voir à l'année. Donc, on peut voir ça ici à l'année. On voit là, les sections. Ce qu'on voyait tantôt sur le lac, là, c'était les 2 premières sections en fait, qu'on pouvait voir, mais ça donne une idée là, de l'étendue totale que le pont avait. Là. Le pont là, qui avait 876 pieds de long, ce qui est quand même assez majeur. Donc cette maquette-là, Martin Bourque qui l'a faite, qui l'a donnée à la municipalité. Donc on a pu l'exposer ici. Là, donc c'est quelque chose qu'on peut venir observer. Et puis, il y a aussi là, des pancartes qui expliquent un peu l'histoire du pont brûlé. Oui, c'est ça. On voit la pancarte qui est là, qu'on a fait à la municipalité. Il y a aussi une autre pancarte qui a été faite par le circuit patrimonial de l'Est-Témiscamien. Une chose intéressante qu'on peut faire là, avec une balado découverte, là, on peut télécharger l'application puis faire un circuit en fait dans tout l'Est-Témiscamien. Puis les endroits historiques ou les attraits touristiques importants, on peut les voir avec cette application-là. Alexandre, maintenant, on se dirige vers le 2e attrait touristique de Moffett. Oui, je vous emmène au quai municipal, en fait, où est-ce qu'on a aussi une petite plage et un gazebo. C'est difficile, des fois, là, identifier un attrait touristique en particulier à Moffett parce que la municipalité au complet est touristique. Donc, je vais vous montrer un des points d'accès au lac que la plupart des gens utilisent. En quoi c'est un attrait touristique? Mais écoutez, l'attrait touristique, c'est pas tant le quai en soi, mais c'est plutôt le lac, comme on voit là. On est sur le lac des 15 ici. Puis la caractéristique de Moffett, c'est qu'on est un village qui est fait sur le long du lac, là. Donc tout le chemin qu'on a pris plus tôt là, vers le Grassy Narrow, c'est tout en bordure du lac, puis c'est un très grand plan d'eau. On peut aller, là, quand on va de ce côté-là, jusqu'à Anglier et Rémigny. Puis de l'autre côté, quand on passe le pont, on va jusqu'à La Force et Wanaway. Donc, en termes de voie navigable, c'est une voie navigable de 110 km de long. Donc, c'est quand même un très grand plan d'eau. Puis, c'est très, très touristique. Je veux dire, l'été, la population double facilement à Moffett. Puis, il y a des gens qui viennent de partout. Là. Il y a des Québécois, des Ontariens, beaucoup d'Américains aussi qui viennent là, de génération en génération à Moffett. Eux, je ne sais même pas s'ils savent c'est quoi le Québec ou le Témiscamingue, mais ils partent de l'Ohio, de la Pennsylvanie, puis ils font, je ne sais pas, 25 heures de route, là, puis ils arrivent ici à leur chalet. Donc, c'est vraiment ça qu'on a à offrir. La pêche, la chasse, tout ce qui est des sports nautiques. C'est vraiment un terrain de jeu là, ici, là, l'été. Là. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire justement comme activité? Là, on voit des gens qui pêchent. Ah, mais c'est ça, il y a la pêche. Je veux dire, tout ce qui est la chasse, motoneige, 4 roues, il y a plein de trails. Je veux dire, tu as les trails fédérés, tu as toutes sortes de chemins ici. C'est certain que les gens qui ont leur chalet, ben c'est vraiment un endroit privilégié pour la villégiature. Là, on se déconnecte de tout quand on est ici. Là.
Puis justement, ça m'amène à te poser des questions par rapport au tourisme en général à Moffett. Est-ce que votre municipalité, c'est une attraction touristique? Et c'est une attraction touristique, c'est certain. On a 4 pourvoiries en opération à Moffett, justement qui attirent des clients de vraiment n'importe où. Donc, je dirais que c'est le moteur économique principal de la municipalité, c'est son attractivité touristique, là. Et puis, qu'est-ce que ça apporte au village de Moffett, ces attractions touristiques-là? Bien, je veux dire, ce que ça apporte, c'est que ça permet à par exemple, aux restaurants de fonctionner, aux divers services qu'on a, là, de pouvoir continuer à fonctionner. Pour nous aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de villégiature, bien, ça aide la municipalité au niveau, on peut le dire, mais des revenus de taxation. Les gens qui se construisent des chalets, ça nous permet, nous, de maintenir, en fait, là, un noyau municipal en activité. Donc, on essaie de leur offrir les meilleurs services qu'on peut aussi. Donc, c'est certain que ça fait grouiller, ça fait vraiment grouiller la place. Surtout l'été, les touristes, là, la dynamique de Moffett change du tout au tout, là. Et puis, est-ce que la municipalité en gère elle-même des attraits touristiques? Je dirais pas qu'on gère des attraits touristiques. C'est certain qu'on s'occupe des infrastructures comme le quai, le gazebo, la plage. Mais les attraits touristiques en tant que tels, c'est plutôt, je dirais, là, les pourvoiries ou les entreprises là, qui les gèrent elles-mêmes. Puis, en termes de tourisme au Témiscamingue, avec l'avenue du parc au Pémica, comment est-ce que tu vois le tourisme dans le futur au Témiscamingue? Bien, c'est certain que le parc au Pémican va faire un grand bien au Témiscamingue en termes d'attractivité. Tous les gens qui font des circuits des parcs de la CEPAC, ils vont venir ici. Ça va emmener du monde. Est-ce que ça va avoir un impact sur Moffett en tant que tel? On est peut-être un peu loin. Peut-être dans l'éventualité d'avoir des circuits aventure, nature ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais déjà pensé à faire un circuit qui pourrait relier, mettons, le parc au Pémican au parc des Guebels, aventure, nature, peut-être en passant par le lac des 15 ou trouver une façon alternative de se rendre d'un parc à l'autre. Là, peut-être que ça pourrait avoir un impact intéressant, là, canot camping, des choses comme ça, là, dans la municipalité ici. Alexandre, maintenant, on s'en va rencontrer les propriétaires de l'Étoile de l'Est. Oui, c'est ça. On s'en va rencontrer Nicole et Yves, propriétaires de l'Étoile de l'Est, là, notre restaurant très réputé à Moffett, entre autres pour sa tarte au sucre, ses îlots poutine, puis à peu près n'importe quoi sur le menu qui est excellent. Donc, on va les voir. Allons-y. On est maintenant à l'Étoile de l'Est, le restaurant à Moffett, et puis on est en compagnie des propriétaires. Je vais te laisser nous les présenter. Oui, bien, Nicole Paquette et Yves Gagné. Et puis, ce restaurant-là, pourquoi tu as choisi de nous le présenter comme entreprise de Moffett? Bien, c'est simple. Moi, je dirais que c'est l'entreprise de Moffett qui participe le plus à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Parce que avoir un restaurant, là, c'est un service de proximité. Mais, je veux dire, les gens se rencontrent ici. L'animation dans le milieu, tu sais, l'hiver, là, les ligues de poule, ces choses-là, là, il n'y a plus grand monde qui en fait, mais vous continuez à en faire. Puis on peut voir les trophées en arrière encore. Là, on continue à en faire, puis ça occupe les gens. Les gens qui sont seuls, des fois, ils peuvent venir ici manger le midi, rencontrer du monde. Quand on arrive en place, comme vous dites, on peut rencontrer des nouvelles personnes, s'intégrer dans la communauté. C'est ici que ça se passe. C'est pas ailleurs. Ben, ça roule pas mal tout le temps, mais là, je dirais que cette année, là, cet été, là, ça a été une grosse été. Là. Ben, il a fait beau. Mais l'hiver, on a les motoneiges, puis on a notre ligue de poule, puis ça roule assez bien. Oui, oui, on n'a pas d'affaire à se peindre, nous autres. Et c'est la place où que le monde peut rencontrer d'autres personnes quand ils arrivent dans la paroisse. C'est le lieu de rencontre, là. Puis les pognacés, ils ont dit si on met ça à vente, on s'en va de dessus. Ouais. Ben, il Ah oui, n'y aura plus rien après. On le voit le lundi soir quand on ferme l'après-midi, là. C'est mort. On a été obligé d'aller manger à Guy l'autre soir. Tu sais, la journée de la fête, là. Ben, justement, C'est c'est à ça, Guy c'est ou à notre Ville-Marie. anniversaire de mariage. Ouais. Puis c'est à Guy ou à Ville-Marie, fait que c'est loin, là. Il n'y a pas rien d'autre. C'est ça, parce qu'on a des clients de Wenoway, La Force, Moffett, La Tulipe, puis même de Belle-Terre qui partent pour venir manger. Puis, je dirais de Ville-Marie, Guy. Des États de partout. C'est partout à cette heure. Ça a pas Oui, 25 ans. on a une bonne clientèle. On est chanceux pour ça parce que, tu sais, des petites municipalités, c'est pas tout le monde là, qui encourage tout le monde non plus. Hein. C'est un restaurant familial. On offre de la poutine, là. On a des menus du jour. C'est plus familial, comme, tu sais, c'est des réunions de famille. On a fait plusieurs. C'est l'endroit où ce que le monde se rencontre, tout, parce qu'il n'y a plus grand-chose là, que quand les étrangers y arrivent pour communiquer avec le monde, là, tu sais, savoir où s'en aller, tout.
Fait que c'est ça, c'est notre petit restaurant qu'on a parti, là. Il était fermé, ça faisait 3 mois quand on l'a acheté, puis on a reparti ça en eux, puis ça fait 25 ans, là. Fait que, on l'a acheté en 94, au début de l'année, en hiver, là. Puis après ça, on a monté ça tranquillement, là. On a fait beaucoup de rénovations, là, dernièrement encore, là. Fait que, ouais, on s'est bien arrangé. On a commencé avec un bol de soupe, puis là, on est rendu avec un bon menu, là. Il est assez composé, notre menu, là. Puis, pas juste ça, c'est que ça fait 25 ans qu'ils sont en opération cette année. Ça fait 35 ans qu'ils sont mariés. Moi, je trouve que c'est vraiment une année importante pour eux. Puis, je pense qu'il fallait le souligner, puis ça me fait plaisir de le souligner encore. Merci beaucoup, Nicole, puis merci beaucoup, Yves. Ben, ils nous ont payé pas mal par surprise parce qu'on s'en attendait pas. Ils ont tout arrivé à midi, puis il faisait chaud, c'était dans les plus grosses chaleurs, là. Puis, c'est ça, il avait invité le ministre Blanchette. On avait la préfète du comté, Claire Bolduc, puis La mère de Moffett. la mère de Moffett qui nous fait avoir des sueurs des fois. Il nous met des émotions pas mal, là. Puis c'est ça, midi, le lundi, là, ils sont décidés d'arriver, ils nous ont offert une plaque, là, des fleurs, puis c'était bien émouvant. Puis on a eu des petites notes du premier ministre du Canada, puis du premier ministre du Québec. Puis ouais, c'était assez émouvant. D'après les photos que j'ai vues, là, on avait l'arme à l'œil. Il y a une chose, nous autres, on est ouverts à l'année, tout. Ça fait une différence. Il y en a d'autres entreprises, mais ils sont ouverts juste saisonniers. Fait que ça fait une différence, tout. Oui, puis tu sais, puis on continue c'est ça, c'est le lundi après-midi, en fait, comme disait Yves, c'est plate, parce que le restaurant est fermé. Ouais. C'est là qu'on a faim et qu'on se dit, bon, il est encore lundi après-midi. Je me le fais Mais, dire encore. mais c'est ouvert, tout le temps. Puis tu sais, vous travaillez aussi avec la municipalité, comme là, on travaille sur notre nouveau parc municipal. Puis c'est un parc où est-ce qu'on va avoir du Wi-Fi. Donc on a fait une entente avec le restaurant où est-ce qu'on partage les frais d'Internet, OK, pour le rendre accessible à la clientèle du restaurant, puis aussi aux gens qui vont aller dans le parc. Donc, tu sais, en plus, vous êtes des partenaires aussi dans nos projets de développement municipaux. Donc, je pense que c'est ça. Effectivement, vous êtes l'entreprise là, qui améliore la qualité de vie des Que citoyens. j'ai toffé, ben, malgré les années. Hein, c'est ça, hein? Ouais. Merci. Parce que- Merci. Donc, Alexandre, on s'en va rencontrer la personne que tu as choisie comme personnalité du village, Pierrette Tifo. Oui, la sœur Pierrette Tifo, c'est notre agente de pastorale. Puis je l'ai choisie parce que c'est une personnalité de renommée internationale. Elle est arrivée ici à Moffett en 1974, puis ça a été la première religieuse à pouvoir célébrer des baptêmes. Puis ça a été également, je pense, ça fait quelques années, elle a été autorisée par le Vatican à la demande de l'évêque du diocèse de Rouyn-Noranda. Elle a été autorisée à célébrer un mariage. Chose qui était qui n'a jamais eu lieu avant. Puis quand on fait des recherches pour son nom sur Internet, on peut voir toutes sortes d'articles internationaux, dans toutes sortes de langues aussi, qui ont été écrites sur la sœur Pierrette Tifo, qui demeure à Moffett. Là. Donc, ça me fait plaisir de vous la présenter. Émilie Jarre. Madame Pierrette Tifo, j'aimerais que vous me parliez de vous. Qui est Pierrette Tifo? Pierrette Tifo, une sœur de la Providence. Mais avant d'être une sœur de la Providence, je veux bien souligner que je suis native de Saint-Tite, en Mauricie. J'ai fait mon école normale à Sainte-Ursule et ensuite à Montréal, suivi d'études théologiques à l'Université de Montréal. Et ces études m'ont acheminé vers une option dans ma vie, celle de Sœurs de la Providence. Alors, les Sœurs de la Providence, c'est ma communauté, elle est à Montréal, et la fondatrice, c'est Émilie Gamelin. À la demande de Monseigneur Jean-Guy Hamelin, évêque, nouvel évêque du diocèse de Rouyn-Noranda. Alors, Monseigneur Hamelin demande à la communauté d'avoir des sœurs. Parce que ici, à ce moment-là, des professeurs étaient en manque. Alors, il demandait s'il n'y avait
pouvais avoir une sœur pour l'enseignement, puis en même temps, d'autres pour différentes fonctions, parce que le curé quittait par maladie. Étant de milieu rural, j'étais heureuse de m'en venir dans un milieu rural aussi. Alors, c'est avec joie que j'ai accepté de venir. Alors, j'ai enseigné ici, à l'école à Moffett, une douzaine d'années. Et ensuite, à la Tulipe, comme animatrice en pastorale scolaire. Et dans l'enseignement, j'ai vécu 30 ans. Et après, en 85, Monseigneur m'a demandé, Hamelin toujours, d'être animatrice en paroisse. En 85, il m'a demandé si j'acceptais de préparer les couples au baptême. Mais ça faisait partie de la tâche, je trouvais. Alors j'ai accepté. Puis ça me permettait de rencontrer les familles, les parents. Et j'avais déjà des liens avec les parents parce que, à cause de l'école, c'est les mêmes parents au fond. Hein. Mm-hmm. Être ministre du baptême, c'est une mission pour moi qui m'a fait grandir moi-même dans ma vie, dans ma vie de foi. Et je suis heureuse dans ce travail-là. Monseigneur Hamelin était très malade. Alors, Monseigneur Moreau, nouvel évêque, là, qui lui a succédé, m'a fait la demande d'être agente de pastorale. C'est toute la fonction de la mission chrétienne en paroisse dont j'avais la responsabilité. Ce sont les paroissiens qui m'ont guidée souvent dans ma tâche, dont j'apprécie ces personnes encore qui m'aident. Avec la bénédiction du Vatican, Pierrette Tifo, sœur de la Providence, a présidé un mariage le 22 juillet dernier à Lorrainville, au Témiscamingue. Elle avait reçu en main une lettre de la Congrégation du culte divin et de la discipline des sacrements, l'autorisant à présider ce mariage. Alors, c'est le papier officiel de la réponse. Et c'est quelque chose quand même, parce que je crois que vous êtes la première femme au Québec à avoir fait ça. Oui, exactement. C'est une grande joie. Puis de savoir qu'une femme peut faire plus que ce que je fais, pour moi, ça a été une grande joie, un grand pas dans l'Église. Et je pense que ça a été aussi une grande visibilité pour les femmes dans l'Église, de voir quelqu'un qui apparaît à un moment donné. L'évêque Moreau, Monseigneur Moreau, était allé quelques mois précédents à Rome, puis et c'est là qu'il a rencontré le pape, puis qu'il a demandé lui-même l'autorisation. À ce moment-là, la pénurie de prêtres aussi a joué, je pense bien, dans la réponse du pape. J'ai eu beaucoup de réactions de journalistes, soit par téléphone ou courriel. D'abord Tania Neveu, bien sûr, mais j'ai eu d'Ottawa, de Paris, de Suisse, en Italie, à Toronto, puis à Québec. Moi, d'être célébrante, ça indique qu'on peut donner sa vie au Christ et à son Église en d'autres conditions que le célibat consacré. C'est important dans ma fonction, dans ma mission, d'avoir des amis, de se sentir aimé, puis je me sens aimé, puis d'être quelqu'un pour quelqu'un, c'est très important dans ce que je vis aussi. J'ai un extrait d'une dame, d'un groupe de paroissiens, tout au long des 40 dernières années, en parlant de moi, elle a été une présence rassurante et efficace, autant dans le monde scolaire qu'au sein de la paroisse de Moffett.
Elle fut la pierre angulaire de notre ministère en assurant la préparation et la coordination de tous les services religieux de la communauté, en étant présente à toutes les étapes de la vie des nombreux moffettoises qu'elle a servi durant toutes ces années, où les prêtres et les curés se sont succédés, mais toujours Pierrette est restée. Au-delà de son ministère, Pierrette a apporté un encouragement et un soutien moral à plusieurs activités et groupements qui dispensent les services à la communauté. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous, avec les années, vous avez continué de vouloir rester à Moffett? Pourquoi vous êtes resté, vous n'êtes pas parti? Oh, je suis restée parce que mes racines, avec les années, mes racines se sont approfondies et j'avais les liens ont grandi et mon attachement, j'ai une appartenance. Puis cette appartenance-là, avec les années, elle s'approfondissait. Puis j'avais pas le goût de... J'avais rien en moi qui se pointait pour m'inviter à aller ailleurs. Je suis vraiment en lien avec, je dirais, toutes les familles en paroisse. Puis à un moment ou l'autre, on se croise. On vit pas, on n'a pas tous toutes les mêmes valeurs, c'est pas nécessaire. Mais à un moment donné, on a des valeurs qui se rejoignent et là, c'est là que je m'enracine. Puis que ma communauté, elle pourrait bien dire, c'est assez là. On a besoin de toi ailleurs aussi, chez nous. Puis ils respectent moi, j'aime ce que je vis. Puis les paroissiens ne me mettent pas jamais dehors. Je reste. Mais j'ai vraiment des attaches profondes avec les familles. Puis ça me fait vivre. Si je suis ici, puis que je demeure, c'est parce que ça me fait vivre, vraiment. La messe du chasseur, ça a commencé, c'est notre 36e année cette année. Ça a commencé en 1982, si je ne me trompe pas. Comment ça a commencé? Les femmes du comité, il y a un comité dans la paroisse qui s'appelle la liturgie. Et ces gens-là ont la mission, au niveau des célébrations, de stimuler la vie intérieure, mais aussi la vie entre nous. Puis ils allaient prendre des marches dans la forêt. Puis à un moment donné, bon, ils disaient, ça n'a pas de bon sens que la forêt soit maltraitée comme ça. Ça n'a pas de bon sens qu'il y a des canettes, puis il y a des paquets de tabac, puis c'était malpropre. C'était, bon, des canettes, bon. Et là, on dit si on faisait quelque chose en liturgie pour sensibiliser. Alors, ça a commencé, on a visé les chasseurs, parce que c'était souvent autour de camps de chasse. Puis des camps de chasse, il n'y en a pas chez nous, il y en a proche, là. Alors, on dit, si on mettait une activité, une célébration de sensibilisation sur la chasse. Puis on a appelé ça la messe du chasseur. Puis ça a commencé très petit, là. En début, c'était un canot. Ça s'est créé au fur et à mesure. Hein. C'est un canot qu'ils ont mis dans le coin de l'église, puis ils ont mis un arbre ou deux là, puis on a adapté la célébration, les textes, le choix des textes, le choix des chants, pour que ça convienne, que ce soit plus environnemental, mais moins liturgique, là, moins célébration. Ça a commencé comme ça. Puis d'année en année, ça a grandi à cause de l'implication de l'ensemble de la paroisse, parce que je dirais, les
30 premières années, là, l'église était comble, là. Comble, là. Vous allez regarder les photos, là, puis je pense que vous n'allez pas me contrarier. Ça dure une journée, mais le travail c'est déjà commencé depuis un mois, le travail. Une vente de billets, une vente de la recherche de commanditaires, c'est grand, là, c'est rendu grand. Alors, ça commence toujours par une parade de quatre roues. Puis, là, ça vise, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui pratiquent, qui viennent, qui s'embarquent dans ça. Les gens qui viennent participer à cet événement-là, est-ce que c'est principalement des habitants de Moffett ou il y a des gens d'ailleurs? Non, il y a des gens de partout. De partout. Mais tu fais bien de me questionner. Il y a des gens de Val-d'Or, il y a des gens d'Amos, de Rouen, de Montréal, de Terrebonne, de Saint-Tite. Beaucoup de gens qui viennent. Ma famille est de Saint-Tite. Mais cette année, j'ai deux de mes sœurs, avec leur couple, là, qui viennent pour la messe du chasseur. Ça se déroule sur la tente, la messe. Ça a lieu le 29 septembre à 19h, la célébration. Mais la journée, ça commence à midi avec la parade. L'ouverture, ça se fait avec la parade des Catous, déguisés en chasseur, ou en tout cas avec le dossard. Puis la tournée au coin de la route, là, la Force, puis jusqu'à sur la côte, ici. Puis on monte sur la côte. Puis on descend, on se regroupe à l'école, en arrière de l'école. Puis là, il y a la bénédiction des chasseurs qui se fait là. Ensuite, à 1h, c'est l'ouverture des kiosques à l'intérieur de l'école, au gymnase. Alors, il y a la rue de Fortune, il y a différentes activités. On a parlé de la messe du chasseur, un événement important à Moffett, mais là maintenant, il y a aussi un autre événement qui a lieu à chaque année, le Festival du campeur. Oui, le Festival du campeur, là, qui est un festival où il y a un tournoi de pêche, en fait. Ça commence avec le tournoi de pêche. Puis, il y a des activités qui se déroulent. Ça se passe un peu au terrain de balle, en fait, à Moffett. Donc, il y a des activités qui se déroulent dans la journée, soirée dansante avec DJ, puis on a des feux d'artifice aussi à toutes les années. Puis c'est quand même des beaux feux d'artifice. La municipalité investit quand même pour ces feux-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très convivial. Tout le monde est invité, puis c'est tout le temps bien le fun. Il y a un feu, puis on se fait du fun. C'est un beau party. Ça se déroule quand? Ça se déroule généralement fin juin. Alexandre, ici, on se trouve aussi à ton lieu coup de cœur et j'aimerais ça que tu me le nommes. Bien, je ne peux pas le nommer encore, mais c'est un parc municipal, mais le dévoilement du nom va seulement se faire à la cérémonie d'ouverture le 4 septembre. Mais c'est un parc municipal Wi-Fi. Puis c'est mon lieu coup de cœur parce que c'est le premier gros projet que le conseil municipal, en fait, depuis que je suis maire, travaille dessus. Puis on s'est vraiment dit, là, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose de vraiment très beau à Moffett? Tu sais, de dire, tant qu'à faire quelque chose, ne pas le faire à moitié, mais de vraiment essayer de changer un peu l'image de marque, là, dire, nous, quand on fait des projets, puis on les fait le plus beau possible. Donc, on a travaillé fort là-dessus. On a un comité du conseil municipal, là, où est-ce qu'on est 2 conseillers avec moi, là, où est-ce qu'on travaille, on travaille sur ce projet-là. Donc, il reste juste la tourbe à poser, puis des antennes Wi-Fi à poser, puis c'est presque terminé, là. J'aurais aimé ça que ça soit fait, mais ça s'en vient là, la semaine prochaine. Ce parc-là, qu'est-ce qu'il représente pour les habitants du village? Bien, ce qu'il représente, puis en fait, ce que j'espère qu'il va représenter, c'est que ça sera un lieu communautaire, où est-ce qu'on va pouvoir se côtoyer, que les enfants vont pouvoir jouer ensemble, puis que ça soit une occasion d'échange, puis d'intégration. Parce que des lieux publics, on n'en a pas beaucoup à Moffett. Donc celui-là, si ça peut attirer les gens, puis si on pourrait aussi tenir des événements culturels, des choses comme ça, moi je pense que c'est vraiment ce que je voudrais, là, que les gens puissent se côtoyer, puis discuter, puis interagir ensemble là, dans le parc.
Puis est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote à raconter, même si le parc est nouveau, là, en lien avec ce lieu-là? Ben, une chose qui me vient en tête, là, côté anecdote, qui m'a fait vraiment sourire, c'est que quand on a lancé le contrat pour l'achat et l'installation des modules de jeu, la compagnie qui est venue installer le module de jeu, j'ai appris que c'était quelqu'un qui connaissait Moffett. Puis quand je suis venu voir les installateurs la journée où est-ce qu'ils étaient là, je me suis rendu compte que c'était la personne à qui j'avais acheté ma maison en 2006 qui est venu installer le module de jeu du parc. Il s'appelait Dimitri. Puis j'ai dit, je suis resté vraiment bête de voir que lui, en fait, quand il a vu passer Moffett, il a dit c'est moi qui vais aller faire l'installation. Puis c'était quand même assez cocasse là, comme moment. Une drôle de coïncidence. Drôle de coïncidence, oui. Puis la mise sur pied de ce parc-là, ça a pris combien de temps? Bien, ça s'est fait, la mise sur pied, nous, le temps qu'on y pense et tout ça, on a commencé vraiment là, l'hiver 2018, là, le printemps, là, on a commencé à vraiment essayer d'imaginer ça, de monter le budget, assurer un financement, parce que c'est pas quelque chose qui est commun, là, un parc de cette taille-ci, là, pour une petite municipalité comme la nôtre. Donc, on a travaillé fort là-dessus, puis on a commencé cet été-là à la réalisation. On espère que ça finit bientôt. Si on parle d'enjeux en général, on sait que le Témiscamingue, dans le cadre de sa planification stratégique, veut accueillir d'ici 2022 environ 500 nouveaux arrivants. Est-ce que ici à Moffett, c'est un objectif d'accueillir des nouvelles personnes? Bien, évidemment, c'est un objectif d'accueillir des nouvelles personnes. Là, déjà, ce 500 personnes-là, je pense qu'il est rendu à 530, 540. Tu sais, les tendances démographiques, c'est des tendances qui sont très lourdes. Tu sais, puis pouvoir les inverser, là, je crois qu'il faut être extrêmement audacieux pour le faire. Dans le sens que c'est pas parce qu'on veut avoir 500 nouvelles personnes qu'on va les avoir. Tu sais, tout le monde les veut, ces 500 personnes-là, partout au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Je pense qu'il faut faire des choses audacieuses. Nous, à Moffett, c'est un petit peu compliqué de s'organiser nous-mêmes pour essayer de publiciser notre municipalité. Donc, c'est certain qu'on est partenaire de toutes les initiatives qui vont se faire au niveau MRC, au niveau de la planification stratégique. Nous, ce qu'on peut faire, puis ce qu'on essaie de faire, c'est de bien accueillir, puis de bien intégrer les personnes qui arrivent ici. Ça, on a un pouvoir là-dessus, puis je pense que c'est ce qui est important. Vous avez sûrement entendu parler de la fameuse livraison de tarte au sucre de l'Étoile de l'Est par le maire. C'est un petit geste, ça ne coûte pas grand-chose, mais les relations qu'on crée avec les gens, ça nous permet de comprendre un peu qu'est-ce qui les emmène ici, pourquoi est-ce qu'ils sont à Moffett, puis comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à s'intégrer dans la communauté. Parce que s'ils s'intègrent dans la communauté puis commencent à jouer un rôle, ben ils voudront peut-être moins repartir parce qu'ils vont se dire, tu sais, que ils vont casser la pièce de théâtre un peu parce qu'ils jouent un rôle. Donc, tu sais, je prends des exemples de ceux que je t'avais rencontrés. Il y en a un qui est devenu bénévole à la bibliothèque. On en a d'autres là, qui ont profité de notre programme, un programme d'aide municipale pour démarrer des serres. Il va faire la production de légumes, mais on essaie de les aider à faire ça. Puis moi, ben, quand je les rencontre, je leur explique qu'on a ces programmes-là. Puis, tu sais, c'est tout le temps cette première relation-là. Donc, je pense que si on est capable, nous, de travailler surtout pour accueillir et retenir et intégrer, en fait, ça va aider à retenir les gens qui arrivent ici. Est-ce qu'il y a d'autres atouts sur lesquels vous misez à Moffett pour que ces personnes-là viennent s'installer ici? Bien, des atouts, c'est certain que le coût de l'immobilier à Moffett est beaucoup moins cher qu'ailleurs. C'est possible de penser s'acheter une maison puis la payer en seulement quelques années, là. Il y a beaucoup de terres agricoles aussi qui sont disponibles. Donc, des gens qui ont des projets agricoles, des petits projets, même des plus gros projets, peuvent penser venir s'installer à Moffett, puis en vivre de ça. Tu sais, nous, je pense que c'est un des atouts qu'on a, c'est le fait que on est un village qui est accessible. Accessible monétairement. Accessible monétairement, puis, mais aussi accessible en termes de la population est accueillante. Tu sais, on s'intègre facilement à Moffett. Quels sont les enjeux propres au village de Moffett? Bien, les enjeux propres au village, moi, je dirais qu'on parle vraiment maintien des services de proximité ou création de services de proximité. On a rencontré le restaurant, tu sais, qui est un service de proximité super intéressant. On avait un magasin. Malheureusement, ce magasin-là a fermé. C'est quand même assez difficile
d'opérer un magasin ici à cause justement des variations de population l'été puis l'hiver. Donc, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour avoir un service comme celui-là parce que c'est vraiment bon pour la qualité de vie des gens d'avoir à proximité accès à avoir du lait, du pain, du beurre, puis du gaz, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est important. Donc, c'est certain que la municipalité va continuer à travailler là-dessus. Les enjeux, bien, c'est certain qu'on a aussi des enjeux de développement économique. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler le développement économique? C'est certain que là, on fait des travaux de foresterie. On aimerait ça. Tu sais, moi, je vais vous parler d'un de mes projets que je mûris tranquillement, mais le pont du Grassy Narrow, là, si on pouvait éventuellement reconstruire ce pont-là, puis c'est pas impossible. Je veux dire, il faut pas penser que parce qu'il est là, puis il est à l'eau, qu'il va rester là, puis c'est juste ça qui peut arriver avec. L'autre côté, là, on est à 80 km de Rouyn, puis il y a beaucoup de potentiel forestier du côté de la rive nord, en fait, du lac. Donc, moi, c'est certain que j'essaie de travailler, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être réouvrir cet axe-là, puis changer le fait que Moffett ne serait pas un cul-de-sac, mais plutôt comme une intersection. Et ça serait différent un peu. Quels sont les projets que vous entrevoyez de faire au cours des prochaines années? Ah, bien, il y en a beaucoup. Vous voulez que je pourrais donner ma liste d'épicerie en tant que telle, là, mais tu sais, le projet, là, le premier qu'on essaie de terminer cette année, qui est un gros projet, c'est le parc municipal Wi-Fi. On n'avait pas de parc ici. Fait que là, on est en train d'en construire un, puis d'en construire un très beau, avec l'accès Wi-Fi. Je pense que ça va être vraiment gagnant pour les touristes, puis les passants, puis aussi les gens du village qui veulent venir ici. En termes de projet, j'aimerais certainement qu'on puisse aider à réouvrir un magasin. On a des projets de créer une marina. Peut-être pas dans la prochaine année ou peut-être pas la suivante non plus, mais c'est un projet pour lequel on a déjà des autorisations environnementales. Donc, le gros bout est fait. Là, ce qui reste, c'est le financement, mais ces problèmes-là, c'est des problèmes qui se règlent plus facilement des fois. Fait que, il y a ça. Moi, c'est certain que toujours, je réfléchis tout le temps d'une façon à savoir, est-ce qu'on pourrait reconstruire les ponts du Grassy Narrow? C'est sûr que c'est un projet qui, des fois, peut paraître loufoque, mais moi, je crois qu'il y a un potentiel économique certain à reconstruire un pont comme celui-là, du fait que le massif forestier qui est de l'autre côté, là, s'il pouvait, c'est de la forêt témiscamienne, mais à la place d'aller en Abitibi, là, si elle pouvait rester au Témiscamingue, là, peut-être que juste en soi, ça pourrait justifier ça de reconstruire un pont, en fait 2 ponts à cet endroit-là. Donc, c'est des projets, moi, sur lesquels je vais certainement continuer à travailler. Puis, on a un conseil municipal, je trouve, en tout cas, qui est dynamique, ça va bien. Les projets avancent, se concrétisent, fait que j'espère que ça va continuer à ce rythme-là. C'est quoi ton plus grand souhait pour ta municipalité? Mon plus grand souhait. Le plus grand souhait que j'aurais, ça serait d'arriver à augmenter, ou en tout cas à améliorer le sentiment de fierté des gens. Parce qu'on a vraiment une belle place. Puis des fois, à force d'écouter tout le monde, on peut se sentir loin. On peut sentir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais des fois, il faut juste arriver, s'ouvrir les yeux puis regarder qu'est-ce qu'on a parce qu'on a vraiment un beau coin. Il y a des gens qui arrivent de vraiment loin puis qui aiment ça, qui viennent juste pour ce qu'on a, puis des fois, nous, on a de la misère à le voir. Fait que j'aimerais ça qu'on arrive à s'ouvrir les yeux, apprécier ce qu'on a, puis en devenir fier. Puis comment est-ce que tu vois l'avenir de ta municipalité? En rose. Donc, Alexandre, je voudrais te remercier beaucoup pour tout le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, de nous avoir fait visiter les différents attraits qu'on retrouve à Moffett et surtout de nous avoir montré l'amour que tu as pour ta municipalité adoptive. Ah ben, c'est moi qui vous remercie. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer ça. Nous, on a la chance d'être ici à tous les jours, mais des fois, même au Témiscamingue, on ne visite pas tout le temps notre Témiscamingue, il est assez grand. Donc, si ça peut donner envie à des gens de venir voir notre coin de pays, bien, ils sont tous les bienvenus. Donc, l'invitation est lancée. Merci. Merci à toi.